nous procédons par 4 questions qui permettent un peu de baliser le sujet du jour. Donc, je vous ai déjà dit, donc la formation, les supports de formation seront ultérieurement par email. Ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, nous utilisons traditionnellement un exemple qui nous sert de fil rouge tout au long de l'exposé. Alors, ici, nous avons pris comme scénario d'exemple l'hypothèse tout à fait théorique, tout à fait imaginaire, d'un hôpital qui fait l'objet d'une cyberattaque par un ransomware, attaque qui le prive de l'accès à différentes bases de données pendant un certain temps, ce qui l'oblige à annuler un grand nombre de consultations. Et donc, nous utiliserons cet exemple pour nourrir l'exposé. Donc, vous voyez ici les chiffres du CERT pour le signalement de cyberattaque, évidemment. Comme vous le savez, les chiffres sont évidemment en croissance. Alors, quelles sont les questions que nous allons aborder aujourd'hui? Donc, première question que je vous présenterai, donc, quelles sont les principales obligations en matière de cybersécurité? Ensuite, Thomas Espel vous parlera de la gestion des incidents de sécurité. Alexandre Cassard abordera ensuite la question de l'intégration de la dimension cybersécurité dans les processus juridiques internes de l'entreprise et notamment dans les différents contrats que l'entreprise est amenée à conclure. Et enfin, Anne-Sophie Coppen abordera la question de l'assurance en matière de cybersécurité. Donc voilà pour le programme de ce matin. Alors, donc démarrons avec la première question. Donc, quelles sont les principales obligations en matière de cybersécurité? Donc, la réglementation en la matière se compose de différents types d'instruments juridiques. Donc, vous avez des instruments de portée plutôt horizontale et des instruments particuliers. Donc, une des raisons de cette approche combinée tient au fait que la dimension cybersécurité, initialement, était surtout intégrée dans certains instruments réglementaires spécifiques, donc dans la deuxième catégorie d'instruments. Et par la suite, l'importance de la dimension cybersécurité est devenue telle que les autorités réglementaires ont développé des instruments de portée plus horizontale, donc qui sont destinés et dédiés à cette problématique d'une manière générale. Alors, quelques exemples de règles de portée plutôt horizontale, transversale. On a évidemment la directive NIS ou, par exemple, aussi le RGPD qui ne s'applique pas spécifiquement à un type de secteur, mais à une approche de type transversal. Alors, dans les règles spécifiques, vous avez par exemple tout ce qui concerne les services de confiance, les services de paiement. Vous avez également des règles en matière de cybersécurité dans la réglementation sur les communications électroniques. Et donc là, ce sont des approches ciblées sur certains types de services. Donc, c'est pour ça qu'on parle de réglementation spécifique. Mais donc, cette combinaison de réglementation traduit la nécessité d'avoir des outils transversaux pour qu'il y ait une approche cohérente, un socle minimal en matière de règles de cybersécurité qui soit applicable dans tous les domaines. Et puis, lorsque des domaines d'activité, des types de services, des types de produits sont de nature à exposer à des risques spécifiques ou des risques accrus de cybersécurité, eh bien, dans ces cas-là, on a en plus des règles spécifiques à ces types de produits ou services. Alors, quand on analyse le contenu maintenant de ces instruments réglementaires, donc que ce soit les transversaux ou les outils plus spécifiques, on constate qu'il y a principalement deux types d'obligations qui sont imposées en matière de cybersécurité, à savoir des obligations qui ont pour but
de prévenir les incidents de cybersécurité et évidemment, quand ça arrive, des obligations pour la gestion, le suivi, les conséquences de ces incidents de cybersécurité. Alors, dans la première catégorie, l'approche est généralement assez large, assez générique, dans le sens où la portée des obligations est souvent du type l'obligation de prendre des mesures de sécurité appropriées aux risques qui sont posés par l'activité concernée. Et donc, on voit à travers ces obligations en particulier, et ça transparaît d'une manière générale dans toute la réglementation de la cybersécurité, on est dans un domaine qui est très fortement inspiré par la démarche de gestion des risques. Donc, démarche qui est bien connue évidemment dans les entreprises et j'y reviendrai plus tard. Donc, ça se traduit notamment par ce type d'obligation. Donc, au niveau préventif, que doit-on faire? Eh bien, on doit principalement être en mesure d'identifier les risques posés par l'activité concernée, l'activité que l'on développe. Et une fois qu'on les a identifiés, on doit évaluer le niveau de risque et alors on a l'obligation de mettre en place des mesures de sécurité qui soient proportionnelles, qui soient appropriées par rapport au niveau de risque que l'on a préalablement identifié. Et donc ça se traduit notamment, vous avez ça notamment dans le RGPD, vous avez ça dans la directive NIS et les lois de transposition de cette directive également. Donc c'est l'approche du type obligation de prendre des mesures techniques et organisationnelles qui soient proportionnées aux risques concernés. Alors, quand on parle d'une démarche basée sur l'analyse de risque, évidemment, ça signifie qu'on est dans une démarche qui est parfois un peu différente de ce qu'on connaît en matière réglementaire. Donc, quand on réfléchit d'une manière méthodologique, l'autorité réglementaire, elle peut décider d'une approche très précise. Donc, on vous dit, vous devez adopter tel type de mesures de sécurité. Donc ça pourrait être une approche. Évidemment, si on réglementait de cette manière-là, vous percevez tout de suite la faiblesse de ce type de démarche. Ce serait que, évidemment, avec l'évolution rapide de la technique, vous auriez des dispositions légales, réglementaires qui seraient rapidement obsolètes, dépassées par la technique, et donc il faudrait constamment adopter de nouvelles règles. Et donc, l'approche qui est suivie de manière réglementaire en matière de cybersécurité, c'est une approche qui est beaucoup plus pragmatique, qui consiste plutôt à se baser sur des concepts ouverts, des concepts flous, comme la notion de mesure appropriée, qui dit tout et qui ne dit rien, mais qui a au moins le mérite de pouvoir s'adapter avec la technique, de suivre la technique sans qu'on doive chaque fois modifier les règles. Alors ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, quand on a des normes de ce type-là, c'est que naturellement, pour les destinataires, les parties qui sont tenues par ces obligations, c'est beaucoup plus compliqué de savoir quelle est la portée exacte des obligations auxquelles on est tenu. Et donc, souvent, pour ce type de règles, il est important que les autorités réglementaires assurent un support aux destinataires de la règle pour leur expliquer comment leur donner des guidelines pour savoir comment ils doivent évaluer les risques et, par corollaire, les mesures appropriées qu'ils sont censés adopter. Une autre conséquence de ce type d'approche, qui consiste à définir l'obligation de manière assez flexible, assez large. Une autre conséquence, c'est le développement des obligations de documentation. Parce que naturellement, en matière de sécurité, c'est souvent quand il y a un problème qu'on vient voir a posteriori si vous avez adopté des mesures proportionnelles. Et donc,
forcément, à ce moment-là, vous devez pouvoir vous justifier. D'où l'importance de bien documenter l'analyse de risque préalable que vous faites en tant que destinataire de l'obligation de cybersécurité et de documenter également pourquoi vous choisissez de mettre en place telle ou telle mesure de sécurité par rapport à cette analyse de risque que vous avez faite. Donc, il y a dans la manière de réglementer par rapport à ces obligations de type préventif, il y a différentes conséquences. Donc, cette nécessité de faire une analyse préalable de risque, l'importance évidemment de cette analyse et l'importance cruciale de bien documenter tout cela. Alors, dans les obligations préventives, qui sont tout aussi flexibles et floues, vous retrouvez également des obligations en matière de conception des produits et des services. Donc, ce qu'on appelle le Security by Design. On a ça également dans le RGPD avec le Privacy by Design. Donc, ça veut dire que le législateur attend des concepteurs de produits ou services que dès la conception du produit, on prenne en compte la dimension cybersécurité pour que le produit soit conçu de manière à fournir un niveau approprié par rapport au type d'utilisation que ce produit, pour lequel ce produit est amené à servir. Donc ça, c'est pour les obligations de type préventif. Donc un exemple de cette approche par les risques, vous la trouvez, un exemple, vous le trouvez donc dans l'article 32 du RGPD. Donc on vous parle de l'état des connaissances, des risques, et on attend de vous, en tant que responsable du traitement ici, que vous adoptiez des mesures techniques organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques. Donc là, vous voyez bien, c'est très explicite, tout le lien qu'il y a avec la démarche d'analyse de risque en la matière. Alors, quelques mesures concrètes qui peuvent être adoptées, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, on pourra y revenir éventuellement dans les questions tout à l'heure. Donc, on va passer au deuxième type d'obligation. Donc, on avait le volet préventif. Donc, on essaye de limiter le risque qu'un incident de cybersécurité se produise en imposant différentes obligations, et notamment celle de prendre des mesures appropriées. Une fois que l'incident se produit, il faut également que certaines mesures aient été anticipées pour, je dirais, limiter la casse et contenir les conséquences dommageables d'un incident de sécurité. Et donc, dans les textes relatifs à la cybersécurité, vous avez dans la catégorie des obligations post-incident, on peut dire ça comme ça, vous avez différents types d'obligations, notamment l'obligation de mettre en place des procédures de gestion et de suivi des incidents de sécurité. Donc, ça peut aussi être vu comme une forme de mesure préventive. Évidemment, si vous n'avez pas ça en place, le jour où un incident se produit, c'est à ce moment-là que vous vous posez la question, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Ça risque évidemment de mal se passer. D'où l'obligation qui est prévue dans un certain nombre de textes de mettre en place a priori ce type de procédure pour être prêt le jour où malheureusement ça arrive. Alors vous avez également des obligations en matière d'investigation suite à un incident. Donc, vous avez l'obligation d'analyser les causes de l'incident et de ce fait-là, l'obligation d'adopter des mesures d'atténuation. Une fois que vous avez identifié les causes, vous devez en tirer les conséquences, c'est logique. Vous devez prendre des mesures qui permettent de contenir les effets de l'incident. Vous avez également des obligations de réparer les conséquences dommageables de l'incident, donc à l'égard des tiers, si des tiers ont été impactés. Donc le but ici est double dans ces obligations de réparation. C'est d'une part donner confiance aux destinataires des services qui auraient fait l'objet de la cyberattaque. Donc, s'ils savent que dans la législation, il y a une obligation de réparer en cas d'incident, ça leur donne évidemment confiance.
Et un deuxième intérêt de ce type d'obligation réglementaire, ça constitue également un incitant pour les destinataires des obligations de cybersécurité. C'est un incitant à se montrer, entre guillemets, sérieux dans la dimension préventive. Vous serez d'autant plus attentif dans l'adoption de mesures appropriées en termes de cybersécurité à titre préventif si vous savez qu'en cas de survenance d'un incident malgré les mesures que vous avez adoptées, vous aurez l'obligation de réparer les conséquences dommageables de l'incident qui s'est produit. Donc, c'est un incitant pour les destinataires de l'obligation de cybersécurité à être sérieux dans l'exécution et la conformité avec ces obligations de nature préventive. Alors, il y a également un autre type d'obligation qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait souvent peur également aux sociétés, aux entreprises, c'est l'obligation de notifier la survenance d'un incident de sécurité. Alors, les obligations de notification peuvent être des obligations de notification à une autorité de contrôle et ou aux personnes, aux tiers qui auraient été impactés en le sachant ou parfois sans le savoir par l'incident. Donc, par exemple, quand il y a une fuite de données à caractère personnel, vous ne le savez pas nécessairement si, par exemple, l'hôpital, pour prendre notre exemple, fil rouge, si l'hôpital dans lequel vous avez été vous faire soigner ne vous informe pas que sa base de données a été hackée, vous ne le saurez probablement pas. Et donc, ces obligations de notification, là aussi, elles ont un impact pour les entreprises, puisque évidemment, c'est jamais de gaieté de cœur qu'on doit divulguer sur la place publique le fait qu'on a été victime d'un incident, qu'on s'est fait voler telle ou telle chose, que par exemple la base de données client est dans la nature. En termes de réputation, c'est toujours délicat à gérer. Et donc là aussi, ces obligations de notification, elles ont un double objectif. C'est de nouveau être un incitant à faire un bon travail de prévention, à adopter des mesures appropriées en amont pour tenter de limiter la probabilité qu'un incident se produise. Et puis en aval, c'est pour permettre aux personnes, aux tiers qui seraient impactés d'éventuellement prendre les mesures appropriées. Donc, si par exemple vous êtes notifié que la base de données de votre hôpital a été piratée, par exemple, vous pourriez, si vous avez un code d'accès pour votre espace client sur le site de l'hôpital, ben, vous pourriez aller changer le mot de passe pour essayer de protéger à nouveau votre espace client pour le futur, puisqu'il a été dans un premier temps compromis. Donc ça, c'est pour les différentes obligations a posteriori. Alors, il y a également dans les textes réglementaires des obligations que je vais qualifier d'indirectes. Donc, ce sont des obligations qui parfois ne portent pas spécifiquement ou directement sur la cybersécurité, mais qui peuvent avoir un effet indirect par rapport au niveau de sécurité. Donc, deux exemples, pardon. Ce sont les obligations qui portent sur certaines pratiques qui peuvent créer des risques de sécurité. Donc, dans le RGPD, vous avez notamment les principes de minimisation des données et de limitation de la durée de conservation des données. Donc, ce sont deux principes fondamentaux dans le RGPD. A priori, ce ne sont pas des obligations au sens strict de sécurité, mais évidemment, le fait de bien se conformer à ces obligations, donc le fait de ne pas traiter plus de données que ce qui est nécessaire pour les finalités que vous poursuivez, ça va impliquer que vous allez normalement traiter peut-être moins de données. Si vous traitez de moins de données, forcément, le jour où vous aurez éventuellement un incident, il y aura potentiellement moins de données impactées par l'incident et donc peut-être moins de personnes préjudiciées. Donc indirectement, cette obligation de minimisation des données, elle va avoir un effet positif en termes de cybersécurité puisque on va un peu diminuer le risque potentiel.
Autre exemple d'obligation indirecte, ou en tout cas de mesure indirecte, c'est le fait de promouvoir certains services qui offrent un niveau de sécurité plus élevé. Donc, vous avez ça notamment dans le règlement IDAS, qui donne une valeur juridique plus forte aux services qu'on appelle avancés ou qualifiés. Et donc, indirectement, il y a un incitant pour les utilisateurs des services à, lorsqu'ils se posent la question entre le service A et le service B, ils ont un incitant juridique à peut-être favoriser celui des deux qui présente la valeur juridique la plus forte. Ça peut être plus intéressant. Et donc, comme ce sera un service avec un niveau de sécurité plus élevé, ben donc indirectement, on a par ce biais-là un outil réglementaire qui va promouvoir une élévation du niveau de sécurité dans ce type de service. Alors, dernière remarque pour terminer ma partie, ne perdez jamais de vue, c'est un peu un lieu commun, mais c'est important. On dit toujours que dans une chaîne de sécurité, c'est le maillon le plus faible qui détermine le niveau de sécurité de l'ensemble de la chaîne. Et donc, quand vous envisagez la sécurité de produits ou de services, il faut toujours envisager toute la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de création des produits et des services pour que la dimension sécurité soit abordée de manière appropriée tout au long de la chaîne. Et donc, ça se répercute notamment dans la gestion des fournisseurs, dans la gestion des contrats. On y reviendra ultérieurement avec Alexandre Castard. Et donc, cette dimension de chaîne de sécurité, sans surprise, elle se retrouve dans les textes les plus récents en la matière, notamment la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle ou la proposition de directive NIS 2, où on retrouve explicitement ces obligations de sécurité qui couvrent toute la chaîne d'approvisionnement. Voilà, donc sur ce, je conclue avec un dernier slide pour vous rappeler encore une fois les liens qu'il y a avec la démarche de gestion des risques. Et donc, toute la réglementation est construite d'une manière assez proche de la démarche habituelle de gestion des risques. Donc, on identifie les risques, on prend des mesures préventives d'atténuation et parfois, on peut aussi avoir des mesures de report des risques sur des tiers. Donc, c'est le cas, on en discutera tout à l'heure, notamment de l'assurance. Donc, on va reporter une partie des risques de cybersécurité sur un tiers, donc l'assureur, qui va vous fournir une certaine couverture. Donc, ça permet de gérer les risques. Donc, soit on prend des mesures soi-même, soit dans certaines limites, on peut essayer de reporter sur un tiers les risques. Donc, tout ça va être illustré dans les exposés qui suivent. Et donc, je cède la parole à Thomas Espel qui va vous parler des incidents de sécurité. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc dans cette seconde partie, nous allons parler de la gestion des incidents de sécurité, de cybersécurité. Évidemment, compte tenu du temps imparti, je ne pourrai pas être exhaustif, mais j'aborderai avec vous les grands principes qui encadrent la gestion des incidents de cybersécurité. Alors, je souhaiterais introduire cette deuxième partie, tout d'abord par cette déclaration de Robert Mueller, qui est un célèbre avocat américain, ancien procureur, mais également et surtout ancien directeur du FBI de 2001 à 2013, qui déclarait à l'occasion d'une conférence sur la sécurité de l'information qui se tenait à San Francisco en 2012 qu'il y a deux types d'entreprises, celles qui ont déjà été attaquées et celles qui le seront à l'avenir. Et puis à la croisée entre ces types d'entreprises, il y a celles qui ont déjà été attaquées, mais qui le seront encore plus tard. Alors cette déclaration peut vous paraître alarmiste, mais l'actualité de ces derniers mois l'aura à nouveau démontré. Toute entreprise est susceptible d'être un jour ou l'autre victime d'une cyberattaque. Et lorsque cela se produit, eh bien, il vaut mieux être prêt, puisque les conséquences d'une cyberattaque ne sont pas négligeables. En cas de cyberattaque, les premières heures vont être véritablement cruciales, puisqu'il va falloir agir rapidement et de manière appropriée, ce qui va impliquer d'être bien préparé.
Et donc, vous l'aurez compris, une bonne gestion d'un incident de cybersécurité, ça va impliquer non seulement des actions curatives, c'est-à-dire qui visent à éradiquer l'incident, à le nettoyer et à revenir à une situation, entre guillemets, normale des activités, mais également des actions préventives, c'est-à-dire tout un travail en amont qui doit être réalisé et dont le but, c'est de permettre à l'entreprise, lorsqu'un incident survient, de savoir exactement quoi faire, quelles démarches suivre, quelles personnes prévenir, etc., etc. Et toute cette phase de préparation, elle va se matérialiser dans ce qu'on appelle un plan de réponse ou un plan d'action aux incidents de cybersécurité, qui sont donc en fait tout un tas de procédures internes à l'entreprise et dont le but est de permettre d'identifier rapidement la cause d'un incident et d'enclencher les procédures internes de traitement afin de minimiser les conséquences négatives de celui-ci. Je n'en dirai pas plus par rapport à ces procédures internes. Alexandre Cassard y reviendra dans la suite de cet exposé. Une fois qu'un incident est survenu et qu'il est identifié, il va falloir le traiter rapidement. Et ce processus, cette procédure de traitement d'un incident, évidemment, elle est composée de différentes étapes. Sans rentrer dans le détail, on peut citer deux grandes phases. Tout d'abord, une phase d'enquête, de collecte des preuves et d'évaluation des risques, et puis une seconde phase qui est la phase d'éradication et de nettoyage. Première phase, il va tout d'abord falloir déterminer la source du problème. Et pour cela, il va falloir collecter un maximum d'informations, et notamment par rapport aux activités qui étaient en cours juste avant l'incident et juste après l'incident sur vos différents systèmes informatiques. Cette collecte d'informations, généralement, elle va d'une part se faire via une analyse des log files, et en cas d'attaque, de cyberattaque, on pourra éventuellement réaliser ce qu'on appelle une analyse forensique afin de collecter un maximum d'informations sur le mode opératoire de l'attaquant, sur l'origine de la compromission et encore sur le préjudice qui a été causé par cette dernière. Donc, dans cette première phase d'enquête et de collecte, le but, c'est véritablement de collecter un maximum d'informations pour avoir la meilleure connaissance possible de la situation. En parallèle à cette phase d'enquête et de collecte, il va falloir également évaluer les risques qu'implique l'incident. Par exemple, est-ce que, en cas de cyberattaque, les attaquants ont dérobé une partie de ma propriété intellectuelle? Est-ce que des données à caractère personnel sont concernées par l'incident? Est-ce que des données ont été volées ou ont été perdues? Est-ce que mes clients ou mes fournisseurs sont également susceptibles d'être affectés par l'incident, etc., etc. Et donc, tout ça, il va falloir évaluer pour concrètement voir comment réagir, qui prévenir, etc. Une fois que cette investigation numérique est effectuée, on va pouvoir passer à la seconde phase, qui est celle du nettoyage, celle de réparation, dans l'optique de revenir à une situation, entre guillemets, normale des activités de l'entreprise. Et ici, en fonction du type d'incident concerné, on aura différents types d'actions qui vont pouvoir être prises, telles que le fait simplement d'exécuter une analyse antivirus ou une recherche de logiciels espions, ou bien encore de supprimer les logiciels malveillants, de mettre en quarantaine les fichiers qui ont été infectés, de désactiver ou modifier les mots de passe des comptes utilisateurs piratés, etc., etc. Autre élément important en cas d'incident de cybersécurité, comme Alexandre vous l'a dit, c'est d'évaluer l'obligation de notifier la violation aux autorités compétentes. Alexandre nous a expliqué qu'il y a différents textes, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, qui imposent à certaines entreprises ou certaines parties des obligations de notification en cas d'incident de sécurité. Si on revient un petit peu à notre fil conducteur de notre hôpital qui a fait l'objet d'un ransomware, imaginons maintenant que les pirates aient eu accès au listing patient de l'hôpital et décident, par exemple, de publier le listing patient sur le darknet ou bien de le revendre au plus offrant. Dans ce cas-là, notre hôpital serait soumis à une obligation de notification en vertu du RGPD et a priori en vertu de la directive NIS. Le RGPD prévoit en effet que, en cas d'incident qui implique des données à caractère personnel, le responsable du traitement est tenu de notifier cet incident à l'autorité de protection des données si cet incident présente un risque pour les droits et libertés des personnes concernées. Et lorsque ce risque est élevé, alors le responsable doit en outre informer les personnes concernées elles-mêmes. Cette notification, elle doit se faire
dans un délai en principe de maximum 72 heures. À côté de ça, on a également la directive Nice et sa loi belge de transposition donc, du 7 avril 2019 qui prévoit certaines obligations de notification à charge des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de services numériques. Donc, les opérateurs de services essentiels, eux, sont tenus de notifier tous les incidents qui ont un impact dit significatif sur la disponibilité, la confidentialité, l'intégrité ou encore l'authenticité des réseaux et des services d'information, tandis que les fournisseurs de services numériques doivent, quant à eux, notifier les incidents qui ont un impact négatif sur la fourniture d'un service numérique. Cette notification, elle doit être faite simultanément au CCB, au Centre de crise nationale et à l'autorité sectorielle ou au CECIRT sectoriel compétent. Cette notification, ici, elle doit se faire sans retard, c'est-à-dire le plus rapidement possible, et elle se réalise via une plateforme en ligne qui a été conçue pour cela. C'est une synthèse. Déposer plainte auprès des autorités compétentes. D'un point de vue pénal, une cyberattaque, si on prend le cas de notre fil conducteur, donc un ransomware, implique généralement la réalisation de différentes infractions pénales, par exemple du hacking externe, du sabotage informatique, de la fraude informatique, de l'extorsion ou encore de la tentative d'extorsion. Et donc, face à une cyberattaque, il est également possible de déposer plainte à la police. Par défaut, cette plainte elle pourrait être déposée au poste de police local ou à tout autre poste de police finalement qui vous conviendrait, qui pourra alors ensuite transmettre l'information et collaborer avec un RCCU ou un FCCU, donc qui sont les Regional Computer Crime Unit et la Federal Computer Crime Unit, qui sont des unités spécialisées dans la lutte contre les crimes informatiques. Dans certains cas, vous aurez également la possibilité de saisir un juge d'instruction en déposant une plainte avec constitution de partie civile, puisque le juge d'instruction dispose de toute une panoplie de mesures d'enquête qui vont lui permettre de tenter de retrouver les attaquants. En cas de ransomware, se pose souvent la question de savoir, tiens, est-ce que je dois payer la rançon ou pas? C'est évidemment une question très importante et qui mérite une réflexion mûrie. Différentes approches, on a par exemple celle du CCB qui est de dire bah, non, on ne paye pas en cas de rançon, on ne va pas remplir les poches de la mafia. Et d'un autre côté, on a également certaines sociétés qui proposent des services de négociation en cas d'attaque afin de tenter de réduire le montant de la somme qui est réclamée par les attaquants. En tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le fait de payer une rançon ne va en aucun cas garantir que les attaquants vont vous restituer les données. D'ailleurs, on a ce qu'on appelle la double extorsion, c'est-à-dire des attaquants qui vont vous réclamer une rançon, mais qui en parallèle vont proposer vos données aux plus offrants sur le darknet. Ça ne garantit pas non plus que les attaquants se soient retirés des systèmes informatiques et surtout, ça ne vous immunise pas contre une seconde attaque et au contraire, ça pourrait même inciter soit les mêmes attaquants, soit de nouveaux pirates à recommencer à l'avenir puisqu'ils pourraient se dire bah, tiens, cette entreprise-là, elle coopère, elle me paye la rançon, alors pourquoi ne pas réessayer? En plus, j'ai repéré certaines failles, je vois qu'elles n'ont pas été corrigées depuis, pourquoi ne pas recommencer? Alors, comme dans toute situation de crise, une bonne communication en cas de cyberattaque va être primordiale afin de minimiser l'impact pour l'entreprise et ses partenaires. Évidemment, la mise en place d'une stratégie de communication, ce n'est pas un exercice facile. Je voyais ce matin que l'Agence française de la sécurité des systèmes d'information avait justement publié des guidelines sur la communication en cas de crise. Donc, je vous invite éventuellement à aller lire ces guidelines. Mais éventuellement quelques balises pour déjà vous aider. Cette stratégie de communication, elle va prendre en compte différents éléments. Tout d'abord, il va falloir identifier les parties prenantes et ensuite identifier les objectifs de votre communication, puisqu'en fonction de la partie à qui vous vous adressez, eh bien, les informations et la manière dont vous allez vous adresser seront différentes. Première chose à déterminer, donc, ce sont les parties prenantes, c'est-à-dire les parties à qui vous devez communiquer en cas d'incident. On peut distinguer trois catégories de parties prenantes. Tout d'abord, les parties dites internes, donc que ce soit votre direction ou les employés de l'entreprise, par exemple. On a les parties externes, par exemple les clients. Ils pourraient en effet être impactés. Et comme nous l'avons vu dans certains cas, eh bien, une entreprise
est soumise à une obligation légale d'information à leur égard. Il peut s'agir également des fournisseurs qui pourraient également avoir subi les conséquences de l'incident ou au contraire, ils pourraient avoir justement été la cible première de l'attaque et donc il convient de communiquer avec eux. Et en tant qu'externe, il y a également les médias avec lesquels il faut faire particulièrement attention dans le cas des entreprises ou des incidents qui ont une visibilité importante. Troisième et dernière catégorie de parties, les parties dites institutionnelles. Il s'agit ici de l'autorité de protection des données, du CCB, division CERT.be, ou de la police en cas de plainte, ou encore des autorités sectorielles le cas échéant. Une fois qu'on a identifié les parties prenantes, il va alors falloir se poser la question de savoir ce que je dois communiquer à chacune d'entre elles. Votre communication, elle pourra poursuivre différents objectifs. Soit un objectif de conformité, soit le fait de viser à résoudre ou à gérer l'incident, ou elle pourrait encore viser à limiter l'atteinte à la réputation de l'entreprise. En tout cas, la règle d'or en matière de communication, c'est le principe de restriction du need to know, c'est-à-dire de ne communiquer aux parties prenantes que ce qui est nécessaire, que ce dont elles ont besoin d'avoir comme information. Dernière étape, mais pas des moindres, en cas d'incident de sécurité, il est réellement important de documenter toutes les actions qui ont été entreprises dans le cadre de la gestion de cet incident. Et une fois qu'il est réglé, il conviendra en outre d'en tirer les enseignements nécessaires afin de définir les améliorations et identifier finalement si des mécanismes de sécurité supplémentaires doivent être mis en place ou bien adaptés à l'avenir pour éviter tout incident qui serait similaire. Dernier mot pour clôturer ma partie, je souhaiterais insister sur le fait qu'une procédure de gestion des incidents, ce n'est pas un document figé et il doit faire l'objet de réévaluation à intervalles réguliers, par exemple tous les ans ou tous les 2 ans, et d'office après qu'un incident soit survenu. J'en ai fini pour ma partie, donc je passerai la main à Alexandre Cassard qui vous parlera de comment intégrer la cybersécurité dans les processus juridiques. Voilà. Bonjour à tous, merci Thomas. On va commencer, si vous le voulez bien, par un petit état des lieux concernant vos propres procédures internes de gestion des incidents de cybersécurité. Alors normalement, Marie devrait lancer la procédure de sondage, mais donc l'objectif est de savoir si vos procédures sont inexistantes, il n'y en a pas du tout, insuffisantes, bonnes ou très bonnes. Si vous avez par exemple participé à l'opération avec le CERT d'il y a quelques années maintenant, qui proposait un accompagnement de PME pour la gestion des incidents de cybersécurité. Je vais vous laisser un peu le temps de répondre. Oui. Voilà, on voit que on a quasiment une courbe de Gauss qui se dessine avec les procédures internes de gestion des incidents de cybersécurité sont considérées essentiellement comme insuffisantes ou bonnes. Je suis agréablement surpris parce que je pensais ou craignais que inexistante serait beaucoup plus important. Alors, en matière de cybersécurité, il est souvent très important de réagir de manière rapide. Et comment est-ce qu'on peut réagir de manière rapide? C'est comme un peu tout. Il faut être prêt, être préparé en amont. Et donc, on va en général proposer aux clients de réaliser ou d'améliorer, si ce n'est pas encore le cas, des plans de gestion des incidents qui peuvent prendre différentes formes, être plus ou moins complexes, être plus ou moins longs, et
répondre selon les hypothèses. Hein. On n'a pas tous non plus des risques cyber hyper importants par rapport à la continuité de son business, qui peuvent être plus ou moins détaillés. Alors, qu'est-ce qu'on va voir parmi ces différents plans? En règle générale, vous allez avoir les procédures de gestion d'incidents. Donc, on est confronté à un incident de cybersécurité, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez une procédure en cas de violation de données. Donc ici, on vise plutôt les données à caractère personnel. Donc avoir un document qui va vous guider dans l'analyse de la situation et pour vous aider à déterminer s'il faut ou non notifier à l'autorité de protection des données et ou aux personnes concernées. Vous avez le plan de continuité d'activité qui, lui, a plutôt comme objectif de dire, pendant l'incident, comment est-ce qu'on va continuer à produire, continuer à travailler. Et puis, vous avez le plan de reprise d'activité. Les deux derniers sont souvent un peu mixés, comme les deux premiers sont souvent mixés, qui est le fameux Disaster Recovery Plan. C'est tout est par terre. Comment est-ce qu'on redémarre? Alors, ces différents plans ont essentiellement comme objectif de 1, identifier les personnes à mettre autour de la table. Donc, on a un document dans lequel on a les coordonnées des différentes personnes qu'il faut contacter, le responsable IT, le DPO, donc le Data Protection Officer, les membres du management, 1 ou 2 ingénieurs qui sont particulièrement clés par rapport à votre business spécifique, des fournisseurs qui sont critiques, des prestataires qui sont critiques, voire des clients. Il est possible également que des clients, soit qu'il y ait une collaboration, soit que les clients aient des exigences particulières d'un point de vue contractuel, et qu'il soit donc nécessaire d'impliquer ces clients au niveau de la gestion des incidents. Et donc, premier élément, il faut que ce document reprenne les personnes à mettre autour de la table. C'est quand même beaucoup plus facile. Hop, on a la liste et on sait qui il faut appeler et comment les contacter. Deuxième élément qui est très important, c'est savoir dans quelle pièce on joue, quel est notre cadre réglementaire. Donc, c'est facile de dire le RGPD, ça s'applique. OK, mais c'est quand même beaucoup plus simple, on gagne du temps si on dit le RGPD dit que, voilà une petite synthèse. Attention, on est soumis à la directive NIS, donc il y a ça qui s'applique également. Attention, on a ces éléments contractuels-là qui impliquent qu'on doit mettre au courant certains clients ou certains prestataires, certains fournisseurs. Donc, tous ces éléments-là sont résumés et en un seul endroit. Les personnes autour de la table, notre cadre réglementaire au sens large, en ce compris les aspects contractuels. Troisième élément, des outils d'aide à la décision. À nouveau, c'est plus facile de réfléchir en amont calmement aux différentes hypothèses et à ce qu'on va décider que quand on est sous la pression, que le téléphone sonne dans tous les sens parce qu'il n'y a plus rien qui marche et que c'est la grosse catastrophe. Et enfin, dernier point, une checklist. À nouveau, c'est un outil d'aide à la décision également, mais c'est un outil extrêmement puissant qui est souvent sous-estimé pour s'assurer qu'on n'a rien oublié. Donc, les personnes à mettre autour de la table, le cadre réglementaire, des outils d'aide à la décision et la checklist, est-ce qu'on n'a rien oublié? Ces éléments-là vont se retrouver de manière plus ou moins complexe, de manière plus ou moins détaillée dans les différents plans de gestion des incidents ou dans le plan unique de gestion des incidents que vous mettriez en place en amont. Alors Thomas a un petit peu défloré ce que j'allais dire à ce niveau-là, mais quand on est face à ces documents, il est extrêmement important de ne pas partir dans des délires de consultants. J'ai déjà vu des documents où au final, ça m'a mis plus de temps de lire le document que de résoudre l'incident. Et on a quelques recommandations par rapport à ça. Le document ne doit pas être extrêmement compliqué. Ça ne doit pas être un labyrinthe, ça doit être quelque chose qui doit vous mener d'un point A à un point B. Deuxième élément, le document doit être simple et surtout connu des gens. Ça ne sert à rien d'avoir quelque chose qui est fait dans son coin par le directeur de l'IT et puis qui va peut-être mettre sur le SharePoint
SharePoint qui va être out dès qu'il y aura un incident de cybersécurité. Non, ce type de documents doivent être des outils et doivent être portés à la connaissance des gens. Troisième élément qui est un petit peu lié, qui est lié à la complexité initiale, mais la complexité initiale, je disais plus d'un point de vue rédactionnel. Les outils d'aide à la décision, il ne faut pas être ingénieur à la NASA pour les comprendre, ça doit être aussi simple que de rouler en vélo. Et dernier élément qui est très important et sur le que Thomas a déjà indiqué, le document ne doit pas être quelque chose de mort, ça doit être quelque chose de vivant. Alors, c'est ça souvent qui pose problème parce qu'on fait l'effort de rédiger le document et puis après personne ne le met à jour et donc par exemple la liste des personnes qu'on doit contacter elle n'est pas mise à jour et Michel qui s'occupait de la ligne de production il est parti à la retraite et on n'a pas les coordonnées de Renaud qui a pris sa place et on a ce document qui au final ne sert plus à rien. Alors ça c'est pour la documentation, mais il y a l'aspect également cybersécurité dans la gestion contractuelle. Il est également extrêmement important d'avoir cette réflexion dans les contrats de manière à avoir des outils que vous pouvez activer. Alors la contractualisation, elle se fait à nouveau en amont parce que sur le coup de l'incident, c'est pas possible et après, en général, c'est trop tard. Et on va viser plusieurs personnes. On va d'abord viser vos employés. On va viser les contrats avec les fournisseurs et les prestataires et les contrats avec les clients. Donc, par rapport à vos employés, il faut surtout attirer leur attention sur les risques en matière de confidentialité et sur les traitements de données à caractère personnel. Attirer leur attention sur le fait que potentiellement, par leurs actions ou leur inaction, ils ont un impact sur le fonctionnement de la société et les données à caractère personnel des autres. Donc ça, en général, ça se fait par des clauses dans le contrat de travail. On peut également mettre en place des politiques de sécurité de l'information ou ce qu'on appelle également des chartes IT pour la réglementation et l'utilisation des outils qui sont mis à leur disposition. Et enfin, quand on travaille avec des employés, j'imagine que ce n'est pas à vous que je dois expliquer ça, il faut faire attention aux normes de droit social qui s'appliquent et qui vont peut-être causer des difficultés, soit dans la mise en application des procédures de vérification et de suivi des données à caractère personnel qui pourraient avoir un impact sur la vie privée des employés. Évidemment, il faut respecter les conventions collectives de travail, par exemple la convention collective de travail 81 sur le contrôle des données de communication électronique en réseau, la convention collective de travail 68 qui c'est la surveillance par caméra, la 89 c'est sur le contrôle de sortie, donc quand vous faites, c'est peut-être pas évidemment applicable à tout le monde, mais par exemple c'est applicable dans des data centers, on fait un contrôle de sortie des employés, alors la convention collective de travail 89 vise surtout le contrôle de sortie pour éviter les vols, quelqu'un qui partirait avec de l'argent ou des pièces, etc. Mais ça peut également viser des vols d'informations, quelqu'un qui part avec une clé USB. Il y a ce fameux film sur l'affaire Snowden où on voit que Snowden part avec une clé USB cachée dans un Rubik's Cube et qui passe le contrôle de sortie. C'est un peu ce genre d'éléments. Les employés peuvent être des sources d'infiltration et de fragilité pour vos systèmes. On doit également travailler avec les fournisseurs et les prestataires. Alors, dans ce cadre-là, on va évidemment prévoir des clauses de confidentialité. Ça, c'est en général assez fréquent, assez simple à mettre en place. Maintenant, c'est devenu quasiment une habitude d'encadrer les traitements de données à caractère personnel, et surtout si on a affaire à des sous-traitants en termes de RGPD. Mais surtout si vos fournisseurs et prestataires sont critiques, on peut également exiger d'eux des niveaux de service, ce qu'on dit souvent en anglais des SLA, Service Level Agreements, et travailler sur ces SLA pour les inciter à fournir un service qui est de qualité et les inciter notamment par le biais de pénalités et de bonus, éventuellement de bonus.
Il faut également prévoir des backups s'ils ont des données à vous. Les accès aux données sont très importants parce que ça ne sert à rien d'avoir des données qui sont dans un serveur, mais si on n'a pas le mot de passe pour accéder au logiciel du serveur, bah, ça ne sert évidemment à rien. Et on peut également prévoir que ces fournisseurs et prestataires doivent avoir cette documentation dont j'ai parlé il y a quelques slides et auditer ces prestataires et fournisseurs pour vérifier que, ils ont cette documentation. Donc, ça ne sert à rien aussi de dire contractuellement on s'engage à si on ne va pas vérifier et de tirer les enseignements des audits. Par rapport aux clients, là, la démarche va être un petit peu différente puisque vous allez plutôt vouloir essayer de limiter votre responsabilité en cas d'incident de cybersécurité. Ça peut jouer, enfin il y a plusieurs angles qui sont possibles, hein, les clauses d'exonération, de limitation de responsabilité. On peut également définir le périmètre et définir le niveau de service. Lorsque les clients sont plutôt des partenaires que simplement des gens qui reçoivent un service, on peut envisager des collaborations, des obligations de collaboration avec le client. Et évidemment, selon le cadre réglementaire dans lequel on se trouve, on pourrait être bloqué si par exemple vos clients sont des consommateurs, vous avez assez rapidement le droit de la consommation qui va être problématique. Par rapport aux fournisseurs et prestataires, c'est quand même quelque chose sur lequel on a beaucoup de demandes et beaucoup de remarques. Il n'est pas nécessaire de sortir la grosse artillerie avec tous vos fournisseurs et tous vos prestataires. Il faut surtout évaluer qu'est-ce qui est critique par rapport à la continuité de votre business ou l'impact que peuvent avoir ces fournisseurs et prestataires. Parfois, on peut manquer quelque chose et se rendre compte que ce prestataire de service est en fait le bottleneck par lequel passe toute une série de données et que si c'est fermé, on ne sait plus abreuver de données les autres services de l'entreprise. Donc, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Donc, par rapport à ça, par rapport aux exigences qui doivent être renforcées, j'ai déjà parlé du niveau de service. Le niveau de service, c'est un outil qui peut servir également à limiter les données, la responsabilité quand il est un peu piégeux. Vous avez par exemple des niveaux de service qui sont très contraignants, qui ont l'air d'être très contraignants, mais qui ne s'active qu'à partir du moment où le prestataire a pu reproduire l'incident et déterminer que c'était de sa propre responsabilité. Et tant que le prestataire n'a pas pu faire ça, les délais pour les niveaux de service ne s'appliquent pas. Et il n'a pas de délai pour déterminer ce point. Donc là, vous êtes parti dans la nature par rapport à ce prestataire-là. La localisation et la sauvegarde des données. Très souvent, on se contente de dire les données doivent rester dans l'Union européenne. Oui, ok, c'est très bien, mais les données qui sont même dans un serveur dans ma cave, si je n'ai pas accès, ou si je n'ai pas les accès concrets à ce serveur avec les accès logiques et compagnie, je peux tout aussi bien m'asseoir dessus, ça ne me sert à rien. La migration vers un nouveau prestataire doit également être encadrée, surtout en cas de manquement du premier, pour justement éviter de vous retrouver piégé. Les clauses d'audit peuvent et doivent être prévues et il faut en réaliser. Alors très souvent, on nous dit « oui, mais c'est compliqué dans la relation avec les fournisseurs, on ne va quand même pas aller nous disputer avec eux ». Oui, mais bon, en même temps, le jour où il y aura un souci, ce sera quand même embêtant. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des pen testing, donc des tests de pénétration qui se font à distance par des équipes spécialisées, qui n'ont pas spécialement d'impact sur on n'envoie pas un inspecteur ou un consultant au sein du fournisseur ou du prestataire, on fait ça à distance, on ne l'embête pas, entre guillemets, mais évidemment, on peut en tirer des enseignements. À tout le moins, s'il s'engage à avoir une documentation, il faut la vérifier. Quand il y a un incident, ce qui est très important, c'est de tirer des enseignements de cet incident et d'avoir un débriefing et d'avoir du feedback, et surtout de prévoir l'évolution de la technologie
et l'impact sur les prix. Donc, vous avez des technologies qui peuvent évoluer avec des mises à jour de sécurité, etc., mais ça va avoir un impact sur le prix, où le prestataire ou fournisseur va vous dire « Ah oui, mais si vous me demandez de mettre ça en place ou d'être à jour par rapport à ça, je dois augmenter mes prix. » Donc, ce sont des éléments auxquels il faut réfléchir en amont. Alors on va me répondre, et on nous répond souvent, oui mais attention, il n'est pas toujours possible de négocier. Moi si je vais chez AWS par exemple, ben, je signe le contrat et un point c'est tout. Oui, il y a beaucoup de prestataires avec lesquels il n'est pas possible de négocier les conditions contractuelles parce que le levier n'est pas suffisant, mais alors à ce moment-là, il faut faire une analyse de risque et prendre des éventuelles mesures de mitigation. Vous avez eu il y a quelques temps maintenant, la fameuse incendie d'OVH. On n'a pas moyen de négocier avec OVH. Les données sont parties en fumée littéralement. Mais si on a pris des mesures de mitigation en amont pour avoir, je sais pas, une copie chez soi, par exemple, des données, ben on est protégé par rapport à ça. En conclusion, sur mon point, la documentation dans les processus internes, elle doit être prête, connue, à jour et simple. Avant de pouvoir passer à la contractualisation, il faut d'abord clarifier son cadre réglementaire, et le cadre réglementaire, j'entends au sens large, parce que vous avez déjà un stock de contrats existants qui peuvent avoir des impacts. Il est très important d'identifier les fournisseurs, les clients, les employés qui sont critiques, et d'encadrer plus spécialement ceux-là. Il faut intégrer la réflexion cybersécurité dans tout le cycle de vie contractuel, et pas uniquement se focaliser sur la signature de départ, mais bien déjà prévoir les cybersécurités au cours de l'exécution du contrat et puis à la fin du contrat. Et lorsque on n'est pas en mesure de négocier ou pas en mesure de négocier tout ce qu'on veut, il est évidemment important de faire cette analyse de risque et éventuellement de prendre des mesures de mitigation, des mesures de redondance qui peuvent techniquement pallier à ce risque contractuel que l'on prend. Alors, je vais céder la parole maintenant à Anne-Sophie pour la dernière partie concernant les assurances. Bonjour à tous. Alors, clairement, vu le temps, je ne vais pas aller trop dans les détails de tous mes slides. De toute façon, vous aurez mes coordonnées. Je pense qu'une série parmi vous connaît déjà Marge via la RC Pro que Marge place pour l'IPI. Donc, n'hésitez pas à nous contacter après si vous avez des questions à ce sujet-là. Donc, on avait commencé par une question de sondage, mais je propose que pour quand même gagner un petit peu de temps, parce que je vois pas mal de personnes qui signalent qu'elles ont des réunions après qu'on passe à la suite, c'était dans le but de voir un petit peu quel était le niveau de connaissance par rapport aux assurances cyber. Donc, qu'est-ce qu'une assurance cyber? Qu'est-ce que le risque cyber, ou le cyber risque? Par cyber risque, on entend tout ce qui est risque informatique. Et donc, par risque informatique, on entend tout ce qui est un risque qui impacte le système informatique de l'assuré. Risque informatique, où on reprend le jargon du monde informatique, donc soit un problème de confidentialité des données, un problème d'intégrité des données ou un problème de disponibilité de ces données. Et quand on parle de la confidentialité des données, ce n'est pas uniquement le côté données personnelles, vie privée, cela va au-delà de ça, c'est par exemple aussi des secrets de fabrication, une recette, un business plan, des données corporées, donc ce n'est pas uniquement le volet données personnelles. Ce qui est important à retenir aussi, c'est que quand on parle d'impact sur le système informatique, c'est qu'on parle à la fois des causes d'origine malveillante, mais aussi des origines accidentelles. Souvent, les cas qu'on entend quand on parle de ransomware, malware, attaque, on pense à ce côté attaque externe, mais du point de vue assurantiel, du point de vue risque, un employé qui commet une erreur, qui envoie un fichier avec des données qui ne veulent pas être communiquées avec d'autres personnes, ça constitue aussi déjà une infraction, là alors en termes de confidentialité des données, ou quelqu'un qui efface, ça va poser un problème de disponibilité de ces données. Donc c'est bien important de garder ça en tête, surtout quand on verra après que les assureurs mettent plus de restrictions aujourd'hui par rapport à tout ce qui est garantie ransomware, il reste tout l'autre volet accidentel. Point important ici aussi, système informatique de l'assuré.
on sait bien que tout le monde a des données qui sont stockées chez un fournisseur externe qui va faire de la maintenance sur le système, chez un cabinet d'avocats, auprès d'un secrétariat social ou sur le cloud. Donc, tout ça, ça fait bien partie aussi alors de la définition de système informatique de l'assuré. Donc, on n'est pas juste cantonné aux serveurs, aux laptops qui vont être la propriété même de l'assuré. Dernier point par rapport à ce slide-ci, c'est que quand on parle d'impact, les impacts peuvent être très variés. Si on pense à un incident qui va à un moment créer un court-circuit, qui va créer une explosion, ça va aussi créer éventuellement des dommages matériels par rapport à des installations où ça va faire en sorte qu'une plateforme ne sera plus disponible et que des services ne pourront plus être rendus. Donc les impacts sont assez variés et les polices d'assurance dites traditionnelles continuent à couvrir des impacts de ces soucis informatiques aussi. Par contre, les polices dites traditionnelles vont se focaliser, et surtout plus maintenant parce que les assureurs veulent éviter le risque d'accumulation. Donc, ces assurances dites traditionnelles vont être régies par leurs principes de base. Donc, dans une assurance dommage, une assurance incendie qui contient un volet perte d'exploitation, cette assurance-là ne va intervenir que si le problème informatique va aussi générer un dommage matériel. S'il s'agit uniquement d'encryptage de données et le fait que la société ne sait plus travailler, là, on bascule dans du dommage purement financier. On est vraiment là dans ce qu'on appelle les polices cyber. Si on est dans un problème informatique qui va empêcher une société de fonctionner, de fournir ses services, on va être plus dans la police RC-Prof que dans la police cyber. Et donc, dans certains secteurs, si on pense par exemple à des sociétés informatiques, des boîtes télécom, ce sera parfois très compliqué de faire la distinction entre la société qui n'a pas réussi à fonctionner parce qu'elle a un problème informatique et le dommage qu'elle cause à des tiers parce qu'elle a un problème informatique et qu'elle propage un virus ou parce qu'elle cause un problème de perte d'exploitation chez son propre client. Donc, dans certains cas, on doit quand même aménager et travailler avec des polices combinées. Donc, ça, c'est pour ce slide-ci sur le risque informatique. Une police cyber, donc oui, elle va donc se focaliser sur ces éléments-là. Elle va contenir à la fois un volet dommages propres, mais aussi un volet RC, donc pour les dommages causés aux tiers. À côté de ce volet d'assurance, on va dire plutôt classique, on a tout un volet assistance, à la fois assistance en gestion de crise, mais aussi assistance sous forme de prévention, parce que les assureurs sont bien conscients que la rapidité de réaction va être clé et que donc c'est tout à fait dans son intérêt aussi qu'une société ou qu'un indépendant agisse rapidement et bien. On sait aussi que toutes les sociétés n'ont pas une armada d'experts informatiques ou des contrats avec toutes ces grandes sociétés. Donc, les assureurs ont développé des partenariats pour vous mettre alors en rapport en cas d'incident. Donc, il y a une hotline qui est disponible et selon la nature de l'incident, vous serez plutôt mis en rapport avec un avocat. Si c'est un incident plutôt purement technologique, type ransomware, encryptage de données, vous serez plutôt mis en rapport avec une société de type assistance informatique. Il y a aussi une dimension relations publiques. Donc, ces experts seront là pour assister dans la gestion de crise et certains assureurs vont aussi fournir des services prévus par ces experts là en matière de prévention. Alors, le processus de placement ou même, on peut dire, le processus de renouvellement, quels sont les points que l'assureur, le souscripteur va prendre en compte? Clairement, il va regarder la nature des données en jeu, le type d'industrie pour voir voilà, quel est le business model. Est-ce qu'on est ici plutôt dans un risque de perte d'exploitation? Est-ce qu'on est plutôt ici dans un risque de violation d'énormément de données personnelles? Est-ce qu'on est plutôt dans un souci où on va avoir quelque chose qui sera très critique dès les premières heures ou est-ce qu'on est plutôt dans un modèle où ça devient critique après 2, 3, 4 jours? Donc, toutes ces informations-là sont analysées par les assureurs. Ils vont aussi regarder la construction du risque informatique. Est-ce qu'on est dans un type où énormément de choses sont décentralisées auprès de plein de petites entités? Ça a du bon parce que ça permet d'éviter la contamination entre des filiales, entre des entités. Par contre, il y a aussi un effet retort qu'on va moins vite peut-être alors pouvoir faire appel à une autre entité pour suppléer à une autre qui aurait un problème. Donc, tout ça, ça dépend chaque fois de la nature des activités. Donc, ce n'est pas qu'il y a un bon modèle. On va là plutôt s'attacher à est-ce qu'il y a eu toute une réflexion? Quelle est la maturité? Et est-ce que tout ça est cohérent?
Globalement, la capacité des assureurs à fournir des limites assurées pour rembourser a tendance à se réduire. Donc, avant, on avait des assureurs qui mettaient 25 millions, puis c'est devenu 15 millions, puis c'est devenu de 10 à 15. Et là, on voit vraiment l'évolution en quelques mois. Maintenant, un assureur pour un renouvellement, il va encore renouveler quand c'est jusqu'à 10 millions. Mais quand on est sur un nouveau placement, déjà, il y a un problème d'engorgement sur le marché qui fait que tout ce qui est nouveau placement, c'est pas toujours facile maintenant. Je pense que 2022 serait un peu plus facile parce qu'il y a un engorgement à cause des renouvellements du 1er janvier. Mais pour un nouvel assureur, en général, maintenant, c'est plutôt des limites de 5 millions, parfois un petit peu plus, surtout pour les premiers rangs. Donc, quand on est sur des gros programmes, il y a énormément de capacité, mais pas toujours pour les premiers rangs. Donc, quand on est sur des plus grosses sociétés qui doivent acheter des 20, 30, 50, trouver les premiers 10 millions, c'est ça qui va être vraiment challenging. Et alors, le point là, je pense qu'il a déjà été abordé par les autres présentateurs, c'est ce gros focus sur tout ce qui est ransomware, de par la sinistralité sur ce sujet-là. Donc, ce n'est pas que les assureurs ne veulent plus le couvrir, c'est plutôt que les assureurs vont là mettre des sous-limites ou des franchises plus élevées. On a certains assureurs qui, en raison d'impératifs, par exemple, la loi Generali assureur italien va appliquer strictement la loi italienne qui interdit de payer des rançons. Donc là, sur la partie rançon, certains assureurs veulent exclure, mais quand on parle ici de l'incident ransomware, c'est bien au-delà. C'est l'incident avec tous les autres impacts comme les frais de reconstruction, les frais de restauration, les frais de négociation, tout ça, ça reste bien couvert. Mais donc, comme je disais, désormais souvent avec des sous-limites. Donc, le slide du durcissement du marché, c'est ce que je venais de dire aussi. Donc, on sent un durcissement qui ne va pas être uniquement au niveau des primes. Donc, ça se traduit par des primes qui sont à la hausse, des franchises qui sont à la hausse, mais surtout aussi des informations de souscription qui doivent être plus détaillées. Là où avant, avec quelques questions, on s'en sortait, maintenant, les assureurs vont vraiment plus loin dans le niveau de détail, ils vont analyser, et c'est pas parce que beaucoup d'informations ont été fournies la première année que lors du renouvellement l'année d'après, ça va être beaucoup plus basique. Donc, chaque année, l'assureur reprend vraiment cette photographie de la nature du risque. Ils savent que le risque parfait n'existe pas, mais leurs attentes, la barre est mise plus haute parce qu'ils doivent rééquilibrer leur portefeuille. En fait, le volume d'indemnités payées dépasse largement, enfin, ou en tout cas, chez certains, se rapproche trop du volume de primes encaissées. Et donc, ce n'est pas viable, ce n'est pas durable. Et un assureur, lui, doit pouvoir être en mesure de continuer à honorer ses engagements pour la période assurée qui vient. Donc, c'est ça qui a ce rééquilibrage, pas uniquement en termes de primes, mais en termes de capacité, de franchise, d'analyse du risque. Alors, je ne veux pas être non plus trop négative non plus. Les slides vous seront envoyés par la suite. Hein. Donc ici, c'est ce que je disais sur le durcissement du marché. Donc, ce qui inquiète surtout les assureurs, c'est le ransomware et le risque systémique. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une analyse pour vraiment comprendre quand on est dans des domaines avec énormément d'acteurs liés, supply chain, ils ont leur peur d'avoir tout à coup d'être exposés sur énormément de contrats en même temps ou d'être exposés à la fois sur la RC dirigeant, la RC pro, l'assurance dommage. Donc, il y a toute cette analyse-là qui fait que certains assureurs introduisent des clauses. Voilà, donc il y a beaucoup de négociations à ce niveau-là. Mais comme je disais, je ne vais pas être trop négative non plus. Sur le segment des PME, là, ça reste quand même encore plus simple dans le sens où là, il y a une question économique en jeu aussi. Un assureur ne va pas passer 2 jours ou 3 jours avec un ingénieur à analyser toute une série d'informations quand finalement la prime qu'il va encaisser s'élève à 1 000 € ou 2 000 €. Donc, il y a quelque part là aussi quand même une considération économique qui fait que là, vu qu'ils savent que la limite qu'ils mettent à disposition de l'assuré pour une année est d'1 million ou 2,5 millions, même s'ils savent que le risque d'exposition est élevé et que le risque de devoir engager le hotline et donc avoir ces frais-là est élevé, ils estiment, voilà, c'est un équilibre qui est fait là. Donc là, les primes restent encore, comme je le disais, on a encore là des primes à quelques milliers d'euros, des franchises aussi à 2 500, 5 000 €. Donc, il y a des partenariats comme ça qui sont en place avec certains assureurs pour pouvoir leur apporter finalement un certain volume d'affaires et pour leur permettre d'être plus compétitifs. Ils nous annoncent qu'ils vont revoir ces éléments-là en 2022. Donc, on s'attend à ce que les primes de ces grilles tarifaires soient revues à la hausse, mais là, on n'est pas encore non plus dans des ordres de grandeur
comme ce qu'on voit pour les sociétés avec des chiffres d'affaires là au-delà de 100 millions d'euros, ou les sociétés avec un chiffre d'affaires de moins de 100 millions d'euros, mais qui sont dans des secteurs plus critiques comme les soins de santé, les institutions financières, ou avec une énorme dimension de vente en ligne quand il y a un grand risque informatique. Là, on sort de ce cadre où l'assureur pose juste une dizaine de questions pour juste exclure vraiment les mauvais risques. Donc, quelqu'un qui n'a pas de backup, quelqu'un qui n'a rien du tout en termes de choses basiques en place, cette société-là, là, ça n'ira pas. Mais donc voilà, le mot d'ordre en tout cas, c'est de commencer à temps. C'est pas quelque chose qu'on va souscrire en une semaine, sauf si on est vraiment dans quelque chose, donc comme je disais, avec un chiffre d'affaires plus bas et pas dans des secteurs d'activité vraiment très critiques et qu'on a les choses basiques en place. Là, oui, ça peut être souscrit en quelques jours. En dehors de ça, vu que là, on est dans ce processus plus détaillé, là, il faut compter quelques semaines, voire même quelques mois en raison de l'engorgement sur le marché. Donc là, on fonctionne avec des questionnaires ou avec des assessments, donc des formes d'audit qui vont donner des scores sur différents domaines. Donc, je pense que ça a été déjà abordé avant aussi, sur le fait que quand l'assureur analyse un risque, il ne va pas uniquement regarder la partie technologique, les backups et tout ça, il va aussi regarder toute cette dimension de gouvernance, la dimension juridique, la dimension par rapport aux formations des employés, s'il y a beaucoup d'employés, est-ce qu'il y a des tests, des campagnes anti-phishing, qu'est-ce qui est fait quand quelqu'un quitte une société, est-ce qu'il y a toute une procédure pour directement couper les accès, est-ce qu'il existe une procédure, je vois que c'était d'ailleurs une question dans notre chat, BCP, c'est Business Continuity Planning, et vraiment est-ce qu'on a intégré cette dimension qu'on va un jour avoir un incident informatique, comment est-ce qu'on va réagir? Est-ce qu'on sait directement qui appeler? Et est-ce qu'on a veillé aussi à imprimer ces documents-là? Parce que s'ils sont online et qu'on est en blackout, on ne saura pas faire grand-chose. Donc, toutes ces analyses-là sont prises en compte pour le renouvellement, mais sont quelque part aussi utiles pour la société, pour l'assuré, le candidat assuré lui-même, parce qu'on se focalise alors surtout sur 12 points clés. On a constaté que les assureurs, vraiment, il y a certains points qui sont presque des deal breakers, et si là-dessus, une société n'est pas en ordre, là, vraiment, ça va être très compliqué. On risque d'avoir davantage d'exclusions ou des franchises plus élevées pour ces domaines-là. Donc, le mot d'ordre, vraiment, si je peux faire la conclusion sur cette base-là, c'est que des solutions d'assurance existent. Le marché s'est durci, mais les solutions existent encore toujours. C'est plus que les assureurs doivent faire un rééquilibrage pour pouvoir être durables. Et donc, le mot d'ordre là, c'est de commencer assez tôt et de travailler d'abord sur la qualité du risque. De toute façon, c'est un principe de base en risk management qu'une assurance n'est jamais la panacée. L'assurance, elle est là pour fournir des moyens financiers supplémentaires, pour fournir ces accès à de la prévention, à de l'expertise supplémentaire, mais elle n'intervient pas pour suppléer à un défaut de prévoyance, à des mesures qui ne sont pas mises en place. Une société qui ne va rien faire au niveau contractuel, ça va être compliqué. Et donc, nous, le message qu'on vous renvoie, c'est vraiment à l'aide de ce feedback des assureurs qui permet de dire « Ah, ça, ce sont des points faibles, etc. » de vraiment être dans un processus continu pour améliorer alors le risque, travailler sur des points clés et ensuite obtenir une meilleure assurance, mais surtout, ça aura permis déjà d'améliorer le risque informatique à la base, ce qui est le but ultime. Voilà, désolée d'avoir été très vite, mais voilà, comme je le disais, si jamais il y a d'autres questions ou un besoin d'approfondir, n'hésitez pas à nous contacter, on sera là. Je ne sais pas s'il y a des questions à prendre en compte maintenant. Merci Anne-Sophie. Et donc on va en terminer ici. Merci pour la présentation, donc qui donne effectivement un bon aperçu de comment fonctionne l'assurance du cyberrisque.